troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Joël Moui, Daoud Attal et Malika Cher. Et tout de suite, l'Afrique et la Chine vont renforcer leur coopération. L'Union africaine accueillera bientôt une mission permanente de son partenaire asiatique. Le commerce bilatéral entre la Chine et l'Afrique devrait d'ailleurs doubler pour atteindre les 400 milliards de dollars en 2020. Ibrahim Ndiaye. Depuis plusieurs années maintenant, l'Afrique et la Chine entretiennent d'étroites relations diplomatiques et commerciales qui seraient basées sur un partenariat gagnant-gagnant. Pour de nombreux analystes, cette coopération diffère en tout cas à plusieurs niveaux de celle que l'Afrique entretenait jusqu'ici avec ses alliés traditionnels. Pour Paul Chikawa, ambassadeur du Zimbabwe en Chine, 52 ans après la mise en place de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, il est important de faire le point sur le chemin parcouru. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour les fils et les filles de l'Afrique de célébrer et de se remémorer le parcours que nous avons traversé, allant de la lutte pour notre indépendance politique à la phase actuelle de la recherche pour le développement économique et la réduction de la pauvreté. Côté revers de la médaille, la coopération avec la Chine freine l'industrialisation de l'Afrique. Environ 85% des exportations de la Chine de l'Afrique sont des matières premières. Selon la Banque africaine de développement, la plupart de ces minéraux extraits du continent sont exportés bruts, ce qui signifie des emplois et de la richesse de leur traitement est créé ailleurs. Des failles que les États africains doivent apporter des solutions. C'est le but du Forum de coopération Chine-Afrique qui ambitionne de meilleurs échanges. Cette célébration est importante pour nous. Comme je dis, nous sommes ici pour représenter l'Afrique. Il est important que cette journée, nous la célébrions également dans le pays qui nous accueille. Vous savez que la Chine entretient des relations avec l'Afrique depuis la nuit des temps, mais ces relations ont été formalisées depuis l'an 2000 à travers un cadre qui est le Forum de coopération Chine-Afrique. Preuve de la vitalité de cette coopération, le commerce bilatéral entre la Chine, première économie mondiale, et l'Afrique, berceau de l'humanité, est en constante augmentation. Le montant des échanges est passé de 7,7 milliards d'euros en 2000 à 128 milliards d'euros 11 ans plus tard. À cela s'ajoute un partenariat non négligeable dans les constructions d'infrastructures à travers le continent. Joël, que pensez-vous de cette volonté de l'Union africaine de renforcer sa coopération avec la Chine ? Sa volonté de renforcer la coopération avec la Chine est, à mon avis, le constat d'un partenariat gagnant-gagnant, comme cela a été très justement indiqué dans le reportage, parce que la Chine est maintenant le plus grand partenaire commercial de l'Afrique. Quand on parle des échanges au niveau des volumes, pour qu'on se rende compte finalement du travail qui a été fait depuis ces 15 dernières années, les volumes en 2000 étaient de l'ordre de 10 milliards de dollars. Et en 2014, on était à 220 milliards de dollars. Donc ça veut dire que les échanges ont été multipliés par 22 et c'est un montant qui est en constante augmentation, notamment concernant les investissements financiers à proprement parler. Donc voilà en tout cas les premiers éléments qui, à mon sens, font que cette coopération a pour l'Afrique des avantages et finalement incommensurables. Et surtout, il y a un aspect de l'échange qui est totalement différent d'un point de vue idéologique par rapport aux précédents partenariats qu'ils avaient avec d'autres partenaires économiques tels que l'Europe ou les États-Unis. Alors Daouda, il y a quand même des critiques qui sont émises sur cette coopération avec la Chine. Est-ce que ces partenariats sont-ils vraiment gagnants-gagnants ? Ils ne le sont pas de façon totale, hein. Ça c'est une évidence. Et d'ailleurs, il n'y a aucune transaction d'ordre commercial, financière, etc. qui est 100% équitable dans le monde, hein. On connaît les déséquilibres qui existent lors des négociations. Celui qui a plus la connaissance dans ce que vous négociez arrive à grignoter par-ci, par-là en fonction de ses intérêts. Les intérêts sont divergents. Les intérêts de la Chine, les intérêts de l'Afrique, de l'Europe, etc. Donc, mais maintenant, ce qui est important à noter ici, c'est que c'est quand même une nouvelle coopération qui peut être bénéfique à l'Afrique. Malgré tout ce qu'on peut dire par rapport au partenariat historique, on sait très bien que les Européens vont dire aujourd'hui, ouais, la Chine va envahir l'Afrique, disons les choses, etc. Bon, et qu'il ne faut pas se laisser faire parce qu'on dénonce souvent les pratiques chinoises en termes d'extraction des matières premières, parfois dans la pêche illégale, etc. Mais à côté de ça, il y a aussi une forme de coopération qui reste quand même bénéfique. La Chine est aujourd'hui
un pays puissant. Donc l'Afrique ne peut pas se passer de la Chine. Il faudrait réinventer la coopération. Maintenant, c'est à chaque État africain de savoir négocier et tirer profit de cette coopération avec la Chine. Alors rapidement, Malik, qu'est-ce qui est plus avantageux justement pour la Chine par rapport à ces partenariats avec l'Europe, les États-Unis? L'Afrique est un vaste marché. L'Afrique est dans une dynamique économique extraordinaire. Nous savons que c'est un continent qui est en train d'émerger sur la scène économique mondiale. Donc l'Afrique a pris de court certaines puissances occidentales en investissant directement en Afrique. Parce que l'Afrique était considérée toujours comme un continent en retard, en marge, et qu'il n'y avait pas finalement un bon retour sur investissement. L'Afrique se mérite d'avoir ouvert la voie. Maintenant, quand vous avez des appels d'offres, vous avez les Américains, les Russes et d'autres puissances qui essayent de concurrencer la Chine. Mais la Chine offre des délais de réalisation de projets, un montant de réalisation si bas que les entreprises de ces puissances-là, occidentales, ont du mal à rivaliser. Maintenant, bien sûr, il n'y a pas toujours des partenariats gagnant-gagnant. C'est aux États africains aussi d'essayer de mettre sur la table aussi les conditions de ce partenariat. L'Afrique est en position de force, elle peut le faire, notamment sur la question du transfert de technologie. L'Afrique a cette puissance économique, cette vitalité qui lui permet de renégocier des contrats ou de faire des contrats plus, je dirais, gagnant-gagnant. Merci. Dans l'actualité également, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement ont débuté en Côte d'Ivoire. La BAD qui a annoncé qu'elle allait consacrer 1,5 milliard de dollars pour financer 21 États africains dont les économies sont fragiles, notamment des pays en proie à des facteurs d'instabilité. Ibrahima Djoumaba. 1,5 milliard de dollars américains, c'est la somme que la Banque africaine de développement va débourser pour soutenir 21 États d'Afrique subsaharienne. Cette mesure entre dans le cadre de la stratégie Transition Support Facility. Elle concerne les États dits fragiles qui ont été affectés par des conflits armés, des épidémies ou une crise alimentaire. Il s'agit des pays de la région du Sahel, de la Corne de l'Afrique ou des Grands Lacs. Nous allons renforcer la capacité des États à mettre en place des institutions efficaces, de sorte qu'elles puissent fournir des services à leurs citoyens. Parmi les pays concernés par l'appui financier de la BAD, figurent la Somalie, l'Érythrée, le Soudan du Sud, le Libéria ou encore la Sierra Leone. Cependant, les problèmes politiques dans certains des pays bénéficiaires risquent de perturber les activités économiques. Il y a des pays comme le Rwanda qui s'est beaucoup développé grâce à l'aide aussi au sud de la BAD et à d'autres pays. Donc, il y a cette leçon. Mais on peut déplorer qu'il y a certains pays qui ont des problèmes politiques. Même en finançant ces pays économiquement et socialement, il y aura toujours les mêmes problèmes parce que les problèmes de démocratie, les problèmes de répression ne sont pas résolus. La stratégie de la BAD est mise en place pour traiter les facteurs d'instabilité en Afrique. La Somalie, qui connaît la plus longue période d'instabilité, recevra 40 millions de dollars d'ici 3 ans. Daouda, est-ce que c'est une bonne stratégie pour la BAD de mettre l'accent sur les États fragiles, dits fragiles? Moi, je mettrais plus l'accent dans les États qui s'investissent, qui s'engagent dans la productivité, dans la compétitivité, pour créer des emplois, etc. Mais bon, la BAD a aussi des instruments de financement qui sont dédiés à ce type de politique publique. Maintenant, sur la notion d'État fragile, c'est une notion qui évolue, etc., en fonction de ce qu'on met dedans. L'effondrement du système social, la sécurité, etc., c'est des éléments qui entrent en compte. Les États fragiles sont fragiles par rapport à quoi? Par rapport à la faiblesse de leurs institutions, c'est par rapport au risque de violence, un certain nombre de choses. Mais je suis quand même étonné quand je vois la Côte d'Ivoire figurer dans cette liste de pays, alors que la Côte d'Ivoire va atteindre l'émergence dans 5 ans, on va dire, selon les prévisions. Le Togo vient de réussir des élections, même si ça peut être parfois contesté, mais le pays l'a bien réussi en tout cas. Donc, distribuer de l'argent comme ça à ces États, parce que c'est des États fragiles, on ne peut pas être fragile et émergent en même temps. Il y a quelque chose là qui me paraît contradictoire. Et je pense que tout cet argent... Je dis qu'il faut quand même soutenir l'aide publique au développement, soutenir les populations les plus défavorisées, mais il y a d'autres secteurs aussi dans lesquels on peut mettre cet argent pour que ce soit productif. Alors Malik, il aurait fallu peut-être différencier les causes d'instabilité?
Oui, ça a dû être une action à faire au préalable. Je partage tout à fait l'analyse de Daouda. Les causes sont multiples. L'Afrique de l'Ouest, par exemple, la Sierra Leone, la Guinée ne subit pas la même situation. Je ne sais pas, qu'un autre pays qui figure dans cette liste-là. Par exemple, on connaît le problème qu'il y a eu, le problème sanitaire d'Ebola qu'il y a eu dans ces pays-là. Donc je pense qu'il faut cibler, dans ce cas-là, il faut faire des financements qui correspondent aux causes justement d'instabilité. Maintenant, je pense que la BAD est dans son rôle de financer ces pays-là. Maintenant, il faut voir comment cela va se traduire sur le terrain. C'est facile d'annoncer des financements envers ces pays. Maintenant, on verra comment les organisations en place vont injecter, je dirais, cet argent, où il va aller. Est-ce que ça va vraiment bénéficier aux populations locales? Joël, une réaction à ce financement destiné aux pays fragiles? Effectivement, l'étiquette de pays fragile, on peut se demander si c'est une appellation heureuse et comment effectivement les investisseurs, ou en tout cas les potentiels investisseurs qui veulent investir dans ces pays vont réagir. Donc ça, c'est la première chose, d'autant qu'effectivement on se pose la problématique de l'appréhension de cette notion de fragilité qui est mi-politique, mi-économique, mi-sociale. Voilà, trois points de suspension. Et tout de suite, notre chiffre du jour. L'Afrique du Sud est le deuxième pays le plus inégalitaire au monde en ce qui concerne les revenus de la population, derrière Haïti. Plus de 50% des Sud-Africains vivent en effet sous le seuil de pauvreté, avec un produit intérieur brut annuel de 366 milliards de dollars en 2013. Le pays est pourtant la deuxième puissance économique d'Afrique et la 34e au monde. Alors Joël, que vous inspire ce deuxième rang mondial en termes d'inégalité de revenus? Alors là, c'est vraiment le grand écart. Ce pays fait le grand écart. Tout simplement, et malheureusement, on se rend compte que la problématique de l'éducation, quand elle n'est pas correctement appréhendée, entraîne ce genre de difficultés. Là, on est en présence d'un pays qui a un système social, entre guillemets, à deux vitesses, où uniquement, on va dire, les plus riches peuvent accéder aux universités et donc aux diplômes correspondants, et de l'autre côté, le reste de la population qui se retrouve un petit peu démunie. Et ça se traduit directement au niveau du taux de chômage, parce qu'on se rend compte que tous les titulaires d'un diplôme universitaire ont un taux de chômage qui se situe entre 2 et 5%, alors qu'à l'inverse, ceux qui n'ont pas l'équivalent du baccalauréat se retrouvent avec un taux de chômage qui équivaut à l'ordre de 40 à 70%. Donc on se rend compte déjà, ne serait-ce qu'en jouant sur cette première problématique, est-ce qu'on pourrait réussir à changer pour arriver, sans arriver à une égalité, mais en tout cas réduire cette disparité particulièrement importante dans le pays. Malik, est-ce qu'on peut penser aussi que les stigmates de l'apartheid ne sont pas complètement effacés? Exactement, c'est aussi à cause d'un problème historique, ces problèmes d'inégalité. L'Afrique du Sud est un géant, mais c'est un géant en pied d'argile. Difficile de se remettre des dizaines d'années d'un système racial inique, antidémocratique. Donc effectivement, cela, je pense, va mettre un temps long avant que la cicatrice se referme. Je dirais, le passé de l'Afrique du Sud, le passé trouble de l'Afrique du Sud est récent, ne s'est terminé qu'en 1994. Et il a fallu, pour les gouvernements successifs, résoudre ces problèmes d'inégalité, parce qu'il y a toujours eu cette primauté raciale blanche qui a été justement privilégiée pendant des décennies. On ne peut pas réparer des blessures d'hier aussi rapidement que l'on pense. C'est difficile, même si l'économie de l'Afrique du Sud a des potentialités extraordinaires dans le secteur minier et d'autres secteurs, les services. Mais cela mettra du temps. Et ce classement ne m'étonne pas, malheureusement. Une réaction rapide d'Aouda sur ce classement. Oui, bon, effectivement, l'apartheid, c'est un facteur d'explication. Mais moi, je pense aussi que c'est symptomatique, entre guillemets, en quelque sorte, des pays africains. C'est une question de gouvernance aussi, à mon avis, surtout. Moi, je préfère le voir comme ça, puisqu'on constate à peu près la même chose dans les autres pays. Le PIB de l'Afrique du Sud représente 3 fois
plus de 3 fois le PIB du Maroc. Le Maroc est en train aujourd'hui de développer de la coopération sud-sud, etc. Donc si aujourd'hui on aurait aimé voir l'Afrique du Sud faire la même chose, aller investir dans d'autres pays africains, étant donné que son potentiel, sa richesse le permet. Et juste une dernière chose, c'est que n'oublions pas que la croissance peut être un facteur aussi d'accroissement des inégalités, si elle est mal répartie. Puisque quand on a une croissance, ceux qui vont s'enrichir davantage, c'est ceux-là qui sont riches. Et donc ça creuse les inégalités si elle est mal répartie. Et ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans la gestion de nos États africains. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 3e volet de cette semaine consacré au Bénin. Joël, merci d'avoir été là. Bonsoir Fanny, bonsoir à nos téléspectateurs. Daouda, merci également. Merci Fanny et bonne soirée à tout le monde. Et Malik, merci. Merci Fanny, ce fut un plaisir comme d'habitude. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.